Je viens de Nashville et j'avais 13 ans quand j'ai fugué de chez moi. Je ne dis pas ça pour être dramatique. Je le dis parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Pendant des années, la maison était un lieu où je survivais, sans vraiment vivre. Ma belle-mère avait le don de tout faire retomber sur moi. Mon père était alcoolique et se souciait à peine de moi. Un soir, j'ai fait un sac avec 2 t-shirts, mon chargeur et l'argent que j'avais caché. Je me suis dit que je serais absent un jour, peut-être 2. J'ai disparu pendant 7 jours. Les rues ne semblaient pas effrayantes au début. Je dormais dans des parcs, derrière une bibliothèque fermée, sous un abribus quand il pleuvait. J'ai appris à manger lentement pour faire durer la nourriture. J'ai appris à faire semblant de ne pas avoir froid. Le 7e soir, il me restait 4 $ et quelques pièces. Mon ventre me faisait si mal qu'il semblait se replier sur lui-même. Je n'avais pas mangé depuis la veille au matin. J'étais assis sur le trottoir à regarder le ciel devenir orange quand j'ai entendu un camion de glace. J'ai presque ri. C'était irréel, comme une blague que l'univers me jouait. Une glace? Vraiment? Mais le son s'est rapproché, descendant la rue comme chaque été, et mon corps a bougé avant que mon cerveau ne puisse l'arrêter. J'ai fait signe. Le camion a ralenti, les freins grinçant légèrement. La fenêtre s'est ouverte et un homme s'est penché. Il était d'âge mûr, avec une barbe mal rasée et des yeux fatigués, le genre qu'on ne remarque pas 2 fois. « Un peu tard pour une glace, gamin », dit-il avec un demi-sourire. J'ai haussé les épaules. « Bah, c'est tout ce que je peux me payer pour dîner, alors ?» Il a ri. « Qu'est-ce que ce sera ?» J'ai choisi le moins cher, vanille. Quand il me l'a tendu, mes mains tremblaient tellement que j'ai failli la lâcher. J'ai pris une bouchée et j'ai presque pleuré. Froide, sucrée, de la vraie nourriture. On a bavardé pendant que je mangeais. Il m'a demandé où étaient mes parents. J'ai dit que je n'avais nulle part où aller. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Peut-être que j'en avais marre de mentir. Peut-être que je voulais que quelqu'un le remarque. Il s'est tu. Un fugueur, hein? Son ton m'a mis mal à l'aise. J'ai quand même hoché la tête. Il m'a regardé un long moment, pensant à quelque chose. Puis il a souri à nouveau. C'est dur. Tu as l'air affamé. Mon estomac m'a trahi et a gargouillé assez fort pour que nous entendions tous les deux. Il rit. Je te propose quoi? Mon appartement est juste au bout de la rue. La cuisine de ma femme, nourriture chaude, de la vraie nourriture. Tu peux dormir pour la nuit, pas de problème. Tous les signaux d'alarme dans ma tête se sont déclenchés d'un coup. Mais la faim est plus forte. Parfois, plus fort que la peur, plus fort que le bon sens. D'accord, ai-je dit. Je suis monté dans le camion. La porte se referma derrière moi avec un lourd fracas. L'intérieur sentait le sucre et le métal. Le tintement recommença alors qu'il conduisait, mais les lampadaires commencèrent à s'estomper rapidement. Nous avons passé devant des maisons et des boutiques fermées. Pendant quelques minutes, j'ai vraiment ressenti un soulagement de ne pas dormir sous le ciel ce soir. Mais ensuite, j'ai remarqué la route. Nous n'étions plus en ville. Nous passions en voiture en périphérie et je pouvais voir des panneaux de chantier. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je croyais que tu avais dit que c'était proche. Il n'a pas répondu tout de suite. Il a juste continué à conduire comme s'il se fichait de ce que je disais. Quelques instants plus tard, il s'est garé sur un site sombre et inachevé et a coupé le moteur. Il s'est tourné vers moi et a souri. Pas le sourire fatigué d'avant. Celui-ci n'atteignait pas ses yeux. « J'ai menti, dit-il. Je n'ai pas de femme. Honnêtement, ça fait un moment que je n'ai pas eu de visite. Tout mon corps est devenu glacé. J'ai cherché la poignée de porte, mais elle ne voulait pas s'ouvrir. J'ai tiré plus fort. Rien. « Hé, ouvre la porte !» dis-je, la voix tremblante. Il se pencha plus près. Je pouvais sentir son haleine dégoûtante. « Détends-toi, ne sois pas comme ça. Tu as encore besoin de quelqu'un pour te réchauffer, non ?» La panique a explosé dans ma poitrine. J'ai crié. J'ai donné un coup de pied à la porte. Mes mains glissaient, ma gorge brûlait et mon cerveau hurlait. « Tu as merdé, tu as merdé, tu as merdé. » Il a essayé de m'attraper le visage. Je me suis retourné, pleurant, suppliant, des mots qui sortaient sans même me ressembler. Juste au moment où il allait profiter de moi, un rayon de lumière traversa la fenêtre. Un homme déguisé en veilleur de nuit se tenait juste devant ma fenêtre, pointant sa lampe torche à l'intérieur du camion. Il a crié que c'était une zone interdite de stationnement et que le camion devait être déplacé. Le marchand de glace se figea.
J'ai vu la peur et la nervosité sur son visage. Il jura à voix basse, ouvrit la porte brusquement et me poussa dehors. Je suis tombé violemment au sol. Mes épaules écorchées, mes genoux hurlaient de douleur, mais je m'en fichais. J'étais dehors. Je respirais à nouveau de l'air. Il était choqué et perdu, ne comprenant pas pourquoi un adolescent se trouvait dans un camion de glace à une heure aussi tardive de la nuit. Le camion s'éloigna à toute vitesse, les pneus crachant de la terre, le ting jouant une dernière fois comme une mauvaise blague. Je rampais vers le garde, sanglotant si fort que je pouvais à peine parler. Je lui ai tout raconté. Mes mots sont sortis brouillons et brisés, mais il a écouté. Il m'a enroulé une veste autour et a appelé la police. J'ai signalé l'homme en donnant la description de son visage par le policier autant que je pouvais m'en souvenir, mais il n'a jamais été arrêté. Cette nuit-là, je ne suis pas retourné chez mon père. J'ai spécifiquement dit à la police de l'apporter à un membre de la famille. Ma tante m'a prise sous son aile après cet incident. J'ai ma propre chambre, une serrure à la porte et de la nourriture dans le frigo. Je suis plus en sécurité. Mais parfois, quand j'entends passer des camions de glace, le traumatisme de cette nuit-là me déclenche. Parce que la faim m'a fait faire confiance au mauvais sourire, et je ne pense pas que j'oublierai jamais ce son. Je conduis le même camion de glace depuis si longtemps que les rues sont comme des sillons gravés dans mes paumes. Même quartier, même nid de poule, même mélodie joyeuse qui paraît trop gaie une fois le soleil descendu. Je dis aux gens que c'est un travail honnête. En vérité, la plupart du temps, c'est juste un boulot. Tu souris, tu sers, tu salues, et tu continues. Je vends des glaces à Bosey Woods, où les rires s'évanouissent vite entre les arbres et l'eau. Certains soirs, la musique semble trop forte, comme si elle n'appartenait pas à ces bois. Quand le soleil baisse, je jure que quelque chose guette depuis les sentiers, attendant mon départ. Cette soirée a commencé comme les autres, début d'été, chaud mais pas encore étouffant. Le parc se vidait peu à peu, parents qui appellent, enfants qui râlent, baskets traînant sur le paillis. Je me suis garé près des terrains de basket, coupé le moteur et laissé la mélodie finir avant de l'éteindre. Je pensais déjà à rentrer quand j'ai remarqué l'enfant. Il se tenait à quelques pas de la fenêtre, sans sauter, ni pointer, ni tirer la manche d'un parent comme les autres, juste là, seul et immobile. Il ne devait pas avoir plus de 8 ou 9 ans. Il était très pâle et maigre. Ses yeux étaient calmes d'une façon étrange pour un enfant, comme s'il attendait un bus plutôt qu'un camion de glace. Il s'approcha du camion. « Qu'est-ce que ce sera, mon petit ?» ai-je demandé de mon ton amical habituel. Il leva lentement les yeux vers moi. Il avait une cicatrice au front, profonde et dentelée, comme si la peau s'était fendue et mal cicatrisée. « Choco-vanille », dit-il d'une voix basse et plate, sans s'il vous plaît ni enthousiasme. Je plongeai la main dans le congélateur, quand soudain, mon regard se posa sur ses mains posées sur le comptoir. Elles étaient sales, couvertes de boue, pas de saleté de cour de récré, mais de terre, comme s'il avait creusé pendant des heures. Ses phalanges étaient aussi meurtries, avec des traces de sang séché tout autour. Ses vêtements étaient raides, couverts de taches sombres. J'ai eu un drôle de pressentiment à son sujet, mais je ne voulais pas tirer de conclusion trop vite. « Tu veux autre chose ?» Il n'a pas répondu, m'a juste regardé servir. Je lui ai tendu le cornet sans poser plus de questions. Quelque chose dans son visage m'a serré la poitrine. Il l'a pris, s'est retourné et a commencé à s'éloigner. « Hé !» Je me suis penché par la fenêtre. « Petit, tu dois payer !» Il n'a même pas bronché, a juste continué à marcher. J'ai claqué le congélateur et j'ai sauté, l'irritation montant. « Ne m'ignore pas !» ai-je dit, plus fort maintenant. « Ce n'est pas comme ça que ça marche !» Il était déjà à mi-chemin du parc. Je l'ai suivi, m'attendant à ce qu'il s'enfuit ou rit quelque chose de normal. Au lieu de ça, il marchait toujours au même rythme lent. Peu importe ma vitesse, je ne pouvais pas réduire l'écart. C'était comme si la distance entre nous restait fixe. J'ai même voulu faire demi-tour et lui laisser la glace, mais mes jambes n'obéissaient plus. Comme si quelque chose en lui m'attirait magnétiquement. Je suivais ce gamin, abandonnant ma propre volonté. On a pris le sentier pavé qui devient terre en entrant dans les bois. Les arbres se resserraient. Les bruits du parc s'estompèrent jusqu'à n'entendre que ma respiration et mes pas. « Petit, c'est pas drôle !» j'ai crié. « Reviens !» Il s'arrêta. Je me suis arrêté aussi. Il s'est retourné et, pour la première fois, il a souri. Jamais vu un sourire si large,
comme s'il montrait les crocs plutôt que de sourire. Ma colère a explosé. Tu trouves ça drôle? Voler et s'enfuir? Il m'a fixé quelques secondes, puis a foncé dans les bois. Je l'ai poursuivi sans réfléchir, les branches frappant mes bras, le cœur battant. J'apercevais des bribes de lui entre les arbres, petits, rapides, toujours hors de portée, jusqu'à ce qu'il se glisse dans une vieille cabane dont j'ignorais l'existence. L'endroit était pourri, à moitié effondré, avec des fenêtres barricadées. J'ai fait irruption à l'intérieur, la poitrine haletante. « Très bien », ai-je lancé. « Le jeu est fini. » La cabane était vide. La poussière flottait dans l'air. Pas d'enfants, pas de pas, juste le silence. J'ai reculé d'un pas, prêt à partir, quand le plancher sous moi a cédé. Je suis tombé lourdement, me rattrapant sur du bois éclaté. Sous les planches se trouvait une fosse peu profonde, et dedans, des os humains. Un squelette d'enfant enveloppé dans des haillons identiques aux vêtements que j'avais vus sur ce garçon. Mon estomac s'est retourné. J'ai fixé le crâne fêlé, la fracture traversant l'os au même endroit que la cicatrice. Soudain, j'ai entendu un petit rire juste derrière moi. Je me suis figé. Des frissons ont parcouru mes bras. « Qui est là ?» ai-je chuchoté, même si je connaissais déjà la réponse. L'air était lourd, comme si la cabane retenait son souffle. Je me suis retourné lentement et j'ai revu le garçon. Cette fois, il se tenait dans l'embrasure de la porte et ne souriait plus. Il pleurait. Des larmes coulaient sur ses joues pâles. « Tu m'as trouvé. S'il te plaît, dis à maman que je l'aime. » Ma vision s'est brouillée, comme si j'allais m'évanouir, et j'ai fermé les yeux un instant. Quand je les ai rouverts, le garçon avait disparu. Je suis resté là, seul, Dieu sait combien de temps, puis j'ai finalement appelé le 911. La police est arrivée. Ils ont confirmé que les restes appartenaient à Ryan, 8 ans, disparu 3 ans plus tôt. Plus tard, ils ont confirmé que Ryan avait été tué par un coup au crâne. J'ai soutenu ses parents pendant les funérailles de Ryan. Sa mère a pleuré contre ma chemise. Son père serrait ma main comme s'il allait s'effondrer si je lâchais. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'un garçon dans les bois, tenant un cornet fondant, qui attendait. Je vends toujours des glaces dans ce parc, mais je n'ai jamais revu Ryan, et j'espère que cela signifie qu'il est enfin rentré chez lui. Cela s'est produit quand j'avais 9 ans, vivant à Louisville. Mes parents sont partis chez mon oncle pour le week-end et regarder le Kentucky Derby, nous laissant ma sœur et moi seuls à la maison. Cette nuit-là n'a pas du tout commencé de façon effrayante. En fait, ça a plutôt bien commencé. Ma sœur de 15 ans, Cathy, sortait pour une soirée cinéma avec ses amis. Avant de partir, elle m'a tendu quelques billets froissés. Commande une pizza de l'endroit que tu aimes et ferme bien les portes. Quand la porte d'entrée s'est refermée derrière elle, le goût de la liberté était incroyable. Je m'éclatais vraiment. J'ai monté le son de la télé et me suis étalé sur le canapé. Pour la première fois de ma vie, personne ne me disputait pour l'heure du coucher ou les devoirs. 1 heure plus tard, j'ai eu faim. Alors j'ai pris le téléphone pour commander une pizza. Je parcourais le menu sur l'appli quand j'ai entendu un léger tintement. Au début, je pensais que ça venait de la télé. Puis je l'ai mise en sourdine. La mélodie du camion de glace flottait par la fenêtre ouverte. Il faisait déjà nuit, ce genre de nuit où les lampadaires bourdonnent et les insectes s'y écrasent. Les camions de glace ne passaient jamais si tard, pas dans notre rue. J'ai jeté un coup d'œil dehors. Le camion était garé près du trottoir, ses lumières trop vives contre la route déserte. Aucun enfant aux alentours, juste le camion et sa musique qui tournait en boucle. Ce camion qui attendait dans une rue vide était bizarre, mais mon envie de glace était trop forte. J'ai attrapé mes baskets et couru vers le camion. Le marchand de glace s'est penché par la fenêtre. Il était âgé, le visage ridé et les yeux si petits que je distinguais à peine ses pupilles. Il a souri, mais sans chaleur. Un petit creux nocturne. Oui, ma sœur m'a donné de l'argent. Il a hoché lentement la tête. Ta mère est d'accord ? J'ai hésité, puis j'ai dit la chose la plus stupide possible. Mes parents ne sont pas là, ils sont partis en voyage. Quelque chose dans son attitude a changé instantanément. Son sourire ne disparut pas, mais s'étira, comme s'il réfléchissait intensément à quelque chose. « Juste toi et ta sœur ?» demanda-t-il. « Oui,
Elle revient plus tard. Combien plus tard? J'ai reculé d'un pas. Mon estomac me faisait bizarre. Je ne sais pas. Il n'a pas pris de glace. Au lieu de ça, il s'est penché et a baissé la voix. Tu as des caméras autour de ta maison? Des systèmes de sécurité? De la vidéosurveillance? C'était ça. C'est à ce moment que mon cerveau a enfin réalisé que j'avais déjà partagé trop de détails personnels avec un inconnu. J'ai oublié quelque chose, ai-je dit, et j'ai couru chez moi. Je n'ai même pas regardé en arrière. J'ai claqué la porte, l'ai verrouillée, puis verrouillée encore. Je suis resté là, à l'écoute, le cœur battant, attendant qu'il s'en aille en voiture. Finalement, il l'a fait. J'ai allumé toutes les lumières et me suis assis sur le canapé, avec la télé beaucoup trop forte. Pizza oubliée, glace oubliée. Je me répétais que j'exagérais, que c'était juste un type bizarre, mais j'avais quand même peur d'être seul. À un moment, j'ai dû m'endormir. Je me suis réveillé avec la bouche sèche. La maison était à nouveau sombre, les capteurs s'activaient. La télé était toujours allumée, mais basse. Mon téléphone affichait 22 heures. Cathy n'était pas encore rentrée. J'ai pris une bouteille d'eau sur la table et bu longuement. Je pensais appeler ma sœur pour qu'elle revienne vite, quand le bouchon m'a échappé. Il a roulé sur le sol et disparu sous la table à manger. J'ai soupiré d'agacement et me suis dirigé vers la table. La longue nappe rendait difficile de voir le bouchon dans le noir. Je me suis mis à genoux et j'ai rampé sous la table. J'ai attrapé le bouchon et allé sortir quand je me suis arrêté. Un léger clic retentit, comme quelqu'un déverrouillant la porte. Je me suis figé. Maman et papa ne sont pas là, donc Cathy n'entrerait jamais aussi furtivement. Je l'ai entendu encore, plus lentement cette fois. Le bruit d'une serrure qu'on tourne. C'était notre porte arrière. Mon cœur a plongé dans mon estomac. Je me rappelais que Cathy m'avait dit de verrouiller les portes. Je croyais l'avoir déjà fait. Mais j'avais oublié la porte arrière. Je suis resté sous la table, serrant le bouchon si fort qu'il me faisait mal. Ma respiration résonnait trop fort à mes oreilles. Des pas lourds mais prudents entrèrent dans la cuisine. Qui que ce soit, ils voulaient faire le moins de bruit possible. Les pas se rapprochaient et j'ai vu des jambes chaussées de grosses bottes poussiéreuses. Elles se déplaçaient lentement sur le sol. La personne ouvrait des tiroirs, les refermait. Il est passé au salon, puis dans le couloir. Il ne volait rien. Il cherchait. Tout mon corps s'est mis à trembler. J'ai mordu ma manche pour ne pas pleurer. Je me suis dit de rester immobile. Il ne me verra pas tant que je reste invisible. Les pas sont revenus dans la cuisine, juste où je me cachais. Ils se sont arrêtés près de la table. J'ai vu l'ombre se pencher. J'ai senti une odeur âcre, comme de la sueur. Puis, une voix familière a chuchoté. « Je sais que tu te caches. Je vais te trouver. » J'ai cru que j'allais m'évanouir. Mon portable était sur le canapé. Impossible d'appeler à l'aide. Si je crie, je suis morte. Je priais Dieu de me sauver quand la porte d'entrée s'est ouverte. « Gary ?» Je suis rentré. Cathy m'a appelé. Tout s'est passé en même temps. L'homme s'est enfui en courant. La porte arrière a claqué, s'ouvrant puis se fermant. Cathy est entrée en criant mon nom et m'a trouvé sous la table, pleurant à en suffoquer. Elle a appelé les secours quand j'ai enfin parlé de l'intrus et du type du camion de glace. La police a trouvé des traces de pas près de la clôture arrière. Pas d'empreinte digitale, ce qui prouve qu'il avait un plan. Rien n'a été volé chez nous. Et ça me hante encore, car il n'est pas venu pour voler. Il est venu pour moi. L'homme n'a jamais été attrapé, et sans avoir vu son visage, la police manque de preuves. Mais je sais que c'était lui.